Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le président congolais Denis Sassou Nguesso était à l'Elysée ce mardi. Il était question de la coopération économique franco-congolaise. La France fait en effet partie des premiers partenaires du Congo, à la fois en tant que fournisseur mais aussi investisseur. L'opposition burundaise s'interroge sur les résolutions du sommet de la communauté est-africaine qui s'est tenu ce lundi en Tanzanie. Elle soulève plusieurs points d'ombre, dont la composition de la future Assemblée nationale. Et le pagne était à l'honneur ce samedi à Cotonou, au Bénin. Un festival a voulu remettre au goût du jour ce vêtement traditionnel de la culture africaine. Une démarche qui a été réalisée à travers des défilés de couturiers rivalisant de créativité. Relations franco-congolaises, redynamiser la coopération économique entre le Congo et la France était l'un des objectifs de la visite à Paris du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Ibrahim Ndiaye nous explique pourquoi. Les relations bilatérales entre le Congo et la France gardent leur dynamisme. La France demeure le premier partenaire économique du Congo avec près de 590 millions d'euros d'exportation, soit 20,2% de part de marché. Les exportations de la France vers le Congo ont connu une hausse de plus de 20%. En 2014, elles étaient de 635,8 millions d'euros, soit une augmentation de 9,5% par rapport à 2013. Je crois que dans le cadre de la coopération bilatérale entre la France et le Congo, la France est un partenaire économique de longue date, un partenaire économique historique au Congo. Donc elle a un rôle très important à jouer dans le cadre de cette coopération. Je pense que non, la France est parmi les pays dans le cadre de cette diversité de coopération considérée au Congo comme un acteur de premier plan. Donc avec la Chine y compris et les autres. La France est également le premier investisseur au Congo avec un stock d'investissement direct étranger évalué à la fin 2012 à près de 3 milliards d'euros. Aujourd'hui, pour les Congolais, les liens de coopération doivent être renforcés. Ça ne fait l'objet d'aucun mystère. Je suis pour une réactivation de cette coopération et la dynamiser de plus belle, puisque les deux pays sont liés, comme je le disais, par une longue histoire. Et il n'y a pas de raison que les échanges ne puissent aller de l'avant. Bien sûr, cela ne veut pas dire que d'autres pays sont exclus de la coopération. Mais en tout cas, aujourd'hui, lorsque vous arrivez au Congo, la langue officielle, c'est le français. Nos enfants étudient en français. Dans nos hôpitaux, on soigne avec des produits français. Donc, il est tout à fait indiqué que le Congo et la France puissent resserrer leur coopération de façon à ce qu'elle soit bénéfique pour les deux peuples. Outre les questions d'ordre économique, les deux chefs d'État ont évoqué ce mardi 7 juillet à l'Élysée les problèmes sécuritaires en Afrique, notamment la lutte contre le terrorisme, mais aussi la situation en République centrafricaine. Au Burundi, les résultats des élections législatives du 29 juin sont tombés ce mardi. Le parti présidentiel a remporté 77 des 100 sièges à l'Assemblée nationale, selon la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Ajoutons également que 2 sièges ont été gagnés par un parti allié, l'UPRONA. Enfin, les 21 places restantes sont créditées à la coalition d'opposition des indépendants de l'espoir, menée par les opposants Agathon Rwasa et Charles Didier. Écoutons les précisions du président de la CENI, Pierre Claver Ndayikariyé. En résumé, il y a 2 partis politiques et une coalition qui vont entrer à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire première position occupée par le parti CNDD-FDD, deuxième position occupée par une liste d'indépendants connus sous l'appellation en Kirundi Abigenga Mizero y'Abarundi. Il s'agit du duo Rwasa Agathon et de Charles Nditige, et enfin du parti UPRONA. C'est cela les 3 groupes qui vont entrer à l'Assemblée nationale. Et parallèlement, les dirigeants de la communauté est-africaine persistent et demandent un report de l'élection présidentielle burundaise qui doit se tenir le 15 juillet au Burundi. Le point tout de suite avec Lizelsi Akizimana. Les résolutions du sommet de l'EAC, la communauté est-africaine ne satisfont pas l'opposition burundaise.
Le mini-sommet qui s'est tenu lundi 6 juillet à Dar es Salaam en Tanzanie s'est encore penché sur la crise burundaise. Seuls 2 présidents sur les 5 qui composent la communauté étaient présents à cette rencontre, tandis que les autres ont été représentés par les ministres des Affaires étrangères. Un sommet qui n'a apporté aucune mesure concrète aux yeux de l'opposition burundaise. Ce sommet n'a rien dit à propos des élections du 29 juin. Premier handicap. Deuxième handicap, c'est qu'il est dit dans ce communiqué que le président de la République qui serait issu de ces élections du 30 juillet formerait un gouvernement d'union nationale qui comprendrait ceux qui auraient été aux élections et ceux qui n'auraient pas été aux élections. La question qui se pose est les législatives et les conseils communaux. Donc l'Assemblée nationale va être composée comment? Les mesures phares de ces résolutions sont la désignation du président ougandais Yoweri Museveni pour assurer le dialogue entre l'opposition et le pouvoir, mais aussi le report de la présidentielle prévu le 15 juillet au 30 juillet. Le sommet qui s'est passé à Dar es Salaam n'est pas complètement un échec. Il y a le médiateur Museveni qui est le président ougandais et en même temps président de l'initiative régionale qui sera le médiateur entre les Burundais, l'opposition et le pouvoir. Deuxièmement, c'est qu'il y a aussi une équipe qui sera désignée pour une équipe militaire pour surveiller, regarder s'il n'y a pas des milices qui sont armées au Burundi et aussi la présence des FDLR au Burundi. Pour l'heure, le gouvernement burundais ne s'est pas prononcé par rapport à ces résolutions du sommet de l'EAC du 6 juillet, mais une équipe de la Commission électorale nationale indépendante, des représentants des ministères impliqués dans les élections et quelques représentants des autorités burundaises travaillent ensemble afin de publier un communiqué conjoint en réponse à ces résolutions. Sachez que ce dimanche, le CNDD-FDD, le parti au pouvoir au Burundi et ses alliés ont recusé le nouveau médiateur dans la crise burundaise, le Sénégalais Abdoulaye Bathily. Il l'accuse d'avoir manqué au respect de la souveraineté du pays. Monsieur Bathily a, cela dit, annoncé avoir été surpris par cette annonce car son mandat est déjà terminé. Abdoulaye Bathily a lui aussi préconisé le report de l'élection présidentielle du 15 juillet. Dans le reste de l'actualité, remaniement ministériel au Zimbabwe ce lundi, le président Robert Mugabe a nommé Nchaya Chikiwinya au poste de ministre des Affaires féminines. Par ailleurs, l'ex-ministre de l'Intérieur Kembo Mohadi occupe désormais la fonction de ministre d'État pour la sécurité nationale, alors que l'ancien ministre du gouvernement local Ignatius Chombo a repris le portefeuille de l'Intérieur. Le dernier changement date de décembre 2014, après la démission de l'ancienne vice-présidente Joyce Mujuru. Valoriser et promouvoir la culture béninoise à travers le pagne, c'était l'ambition d'un festival qui a eu lieu à Cotonou, au Bénin, ce samedi. Les stylistes ont loué le pagne qui constitue un pan important de l'identité culturelle de l'Afrique. Reportage de Lefty Onou, notre correspondant au Bénin. Le samedi 4 juillet 2015 à Cotonou, la première édition du Festival du pagne et du styliste africain FESPAF a mis en valeur le pagne africain. En Afrique en général et au Bénin en particulier, le pagne sert entre autres à confectionner des tenues traditionnelles comme le boubou. Au fil du temps, l'usage du pagne a beaucoup évolué et les stylistes apportent de nouvelles touches au modèle cousu. À travers une kyrielle de nouveaux modèles présentés au public au cours de ce festival, les mannequins valorisent les œuvres des stylistes en compétition. Ces collections séduisent plus d'une personne. Déjà, je crois pour tous ceux qui sont venus aujourd'hui vont plus considérer le pagne et s'habiller traditionnellement. Ce que moi je vois derrière ça, ce n'est même pas ce qu'on dit là. C'est la création d'emplois qui est derrière ça. Parce qu'avec ça, ces stylistes vont être connus. Ça va générer des emplois, de la main-d'œuvre. Ces jeunes stylistes travaillent dans l'optique de rendre le pagne africain compétitif au plan international. Et cela se laisse découvrir par leur collection constituée d'un mélange de pagnes africains. Cette première édition met un accent particulier sur les créateurs de proximité. Nous avons des valeurs chez nous et nous avons des gens
qui font de merveilleuses choses avec le pagne. Ainsi donc, je me suis dit, pourquoi ne pas, par ce festival, essayer de valoriser quelque peu ces stylistes-là. Au total, 25 jeunes mannequins et 8 stylistes ont pris part à ce festival. Au terme de cette fête de la mode, 3 lauréats ont été distingués, 2 dans la catégorie meilleur mannequin et 1 au niveau de meilleur styliste. Le FESPAF signe ainsi son entrée dans le répertoire des plus grands festivals de mode africains. Les organisateurs entendent exporter la culture du port du pagne au-delà des frontières africaines dans les éditions à venir. Un mot de sport avant de clore cette édition. Kevin Anderson a été éliminé par Novak Djokovic en 5-7 ce mardi. Le Sud-Africain s'est incliné à 6-7, 6-7, 6-1, 6-4 et enfin 7-5 lors des 8e de finale du tournoi de tennis de Wimbledon. À 29 ans, le 14e joueur mondial n'a jamais atteint l'écart d'un des tournois les plus prestigieux. Aucun Sud-Africain n'est d'ailleurs apparu à ce niveau depuis Wayne Ferreira en 2003. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.